Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, mais il était rebouteux. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Et bonsoir Océane. Océane Goannec nous a rejoint. Et bonsoir Roland Perret. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir sur cette chaîne qui est mythique pour moi, TV5 Monde. Ah bon. C'est la seule qu'on peut voir dans le monde à chaque fois qu'on voyage. Donc j'adore d'être enfin dans cet écran. On prend. Et vous êtes là, merci Roland Perret, en effet, pour la sortie de ce film Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, qui est une adaptation de votre livre, que voilà, et qui est lui-même tiré de votre histoire personnelle. Ouais. Et alors, quelle histoire. Merci déjà de l'avoir partagé au grand public, puisque ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Ouais. Exactement. Alors, vous êtes né avec un pied beau, un pied déformé, un peu atrophié, qui empêche de marcher. Et c'est d'ailleurs ce que les médecins annoncent à votre mère lors de votre naissance. Mais cette nouvelle, elle ne veut tout simplement pas l'entendre. Pourquoi ? Elle ne vit pas dans la réalité, ma mère. D'abord, quand on lui dit un pied beau, franchement, elle vient du Maroc. Elle a eu 6 enfants. Elle accouche dans un hôpital Rothschild à Paris. Et puis, on lui dit, votre fils a un pied beau. Et naïvement, elle dit, et l'autre, il n'est pas beau. Et à partir de là, commence cette histoire totalement folle où, refusant la réalité, elle va se jeter à corps perdu pour trouver le traitement. Le mot handicapé n'existera jamais chez moi. Je suis 6e d'une famille. Et elle n'a qu'un rêve, qu'une ambition, c'est que je sois comme les autres enfants et que je puisse me tenir debout. Sans appareil, en fait, c'est surtout ça. Mais alors concrètement, dans le quotidien, ça veut dire quoi? Que vous êtes resté les premières années de votre vie, c'était au sol ou porté? Oui, je crapahutais dans le l'HLM bigarré du 13e arrondissement où je vivais avec mes frères et sœurs. J'étais très très heureux. Hein. Franchement, oui, vous avez marcher de à très 4 bons pattes souvenirs. ne m'a pas du tout dérangé. Et en fait, tous les médecins qu'on a vus, et Dieu sait qu'on en a vus, disaient qu'il fallait que en fait, je sois appareillé par des chaussures très spéciales parce que le pied, je n'avais pas de talon. C'est-à-dire que le pied n'était pas terminé et totalement recroquevillé. Donc, il ne pouvait pas se poser par terre. Et si je tentais de poser mon pied par terre, je pouvais déhancher tout mon corps, je pouvais déformer tout mon corps. Donc c'était vraiment une urgence absolue que je puisse être appareillé. Mais ma mère ne veut absolument rien entendre. Et elle disait toujours, moi elle me disait toujours, tu sais, les médecins soignent, mais Dieu guérit. Elle s'est tournée donc vers Dieu. Et cette période a duré 7 ans. 7 ans. Et à 7 ans, normalement, on doit aller à l'école. Et Ouais. c'est là que ça devient problématique. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? En fait, dans les familles nombreuses, pour pouvoir toucher un peu les allocations familiales qui viennent compléter la rémunération d'un papa qui travaillait déjà beaucoup, eh bien l'assistante sociale vient voir comment les enfants sont éduqués. Et donc, dans la famille d'allocataires, les allocataires qu'on était, c'était la famille la plus problématique puisque je n'allais pas à l'école et que ma mère passait son temps à coups de petits cigares au miel, promettre à l'assistante sociale, qui était cadenassée dans son attitude et dans son chemisier, elle lui promettait que j'irais à l'école en marchant et qu'il y avait un traitement qui était en cours. Mais les années passaient, il n'y avait pas de traitement en cours. Mais il y avait des cigares au miel toujours. Oui. Et il y a eu Sylvie Vartan, surtout. Quelle place elle a à ce moment-là? Pourquoi est-elle si importante? En fait, quand enfin on va tomber sur une adresse miraculeuse, Dieu va nous envoyer une adresse miraculeuse sur une carte postale. Ma mère va aller à cette adresse. Simplement, la personne qui est censée me guérir, qui n'était pas un médecin, est un rebouteux. Le rebouteux, hélas, est mort. Et c'est la femme du rebouteux qui va mettre en place un traitement très compliqué. Et donc, je vais devoir rester alité quasiment 18 mois dans un lit sans pouvoir mettre le pied par terre. C'est inimaginable à cet âge-là, 18 mois. Et donc, il faut chercher un dérivatif. Et puis, le dérivatif est tout trouvé. On est dans les années 70. Sylvie Vartan est de toutes les télévisions. Vous ne pouvez pas allumer
votre téléviseur sont tombés sur sa blondeur, sur ses robes, sur ses chansons, sur sa danse, sur le spectacle qu'elle offrait. Elle me fascinait. Je n'étais entouré que de bruns chez moi. Et d'un seul coup, cette blonde aux dents écartées me fascine et m'ouvre le bras. Et puis son premier succès que je vais entendre, c'est « Si je chante, c'est pour toi ». Donc je pense que c'est vraiment pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte au-delà de ça, au petit Roland? Vous en souvenez? Au-delà de la blondeur, de la magie du spectacle? Elle m'apporte le spectacle, la magie du spectacle. C'est-à-dire qu'elle se renouvelait sans cesse. Ses robes, ses coiffures, ses chansons. Il y avait 4 chansons sur ses disques. Elle fait partie d'une époque frénétique qui était les yéyés. C'était la plus emblématique pour moi. Johnny Hallyday m'intéressait pas vraiment. Sheila était sympa, mais bon, pas plus que ça. Françoise Hardy, je la trouvais, c'est une immense artiste. Bien après, je l'ai reconnue, mais je la trouve un peu dépressive à l'époque. Donc pour moi, elle représentait tous les codes qui me permettaient de rêver, et elle me faisait rêver. Forcément, cette histoire devait être adaptée au cinéma et c'est Ken Scott, le réalisateur de Starbuck, qu'on adore, qui a été approché par des producteurs pour l'adapter. Il est rentré avec votre livre au Québec après avoir été au Festival de l'Alpe d'Huez. Écoutez-le, il ne l'a plus quitté, c'est ce qu'il m'a raconté. J'ai lu le roman une première fois et tout de suite, sans même le déposer une deuxième fois, parce que dans cette histoire, il y a tout ce que j'aime au cinéma. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a de l'humanité, il y a des beaux personnages. C'est un oui direct, même on s'est rencontrés pour un déjeuner où les producteurs avaient l'impression qu'ils devaient me faire un pitch pour me convaincre de venir sur le projet. Mais moi, j'étais déjà en train de scénariser, j'étais déjà bien avancé. Et il vous a contacté après ça. C'était un vrai coup de foudre, en fait. En fait, ça a commencé par Sophie Tepper, qui est une amie que je connaissais un peu, qui avait fait plein de films que j'adorais. Elle est venue à un dîner où j'étais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le livre n'était pas encore sorti. Il était sur le point de sortir. Et vous savez, c'est comme un conte. Je lui remets le manuscrit en lui disant « Donne-moi ton avis, ça me ferait plaisir ». Et 48 heures plus tard, elle me dit « Ta mère est une héroïne de cinéma. Est-ce que tu me fais confiance ?» Et à partir de là, la Gaumont a travaillé avec Sophie Tepper. C'est vraiment été un conte de fées. Ils ont contacté effectivement Ken Scott. Et puis après, la magie de ces acteurs incroyables dans ce film, qui sont plus vrais que nature, que ce soit Leila Bekti, qui, voilà, dans le film, il y a un gimmick qui revient. Ma mère m'appelait Mchikpala. Ça veut dire, dans le dialecte marocain, ça veut dire « je te donne ma vie ». Et elle est là aujourd'hui dans son téléphone, quand j'appelle, il y a marqué Mchikpala. C'est vous dire la fusion qu'elle a eue avec ce rôle, comment elle s'est appropriée de façon magistrale cette femme qu'elle joue sur 50 ans de vie, c'était improbable. Et puis Jonathan Cohen aussi, qui a cette maladresse, cette naïveté, cette pudeur, voilà, qui trimballe. C'est un rôle à contre-emploi pour lui, mais finalement pas tellement un contre-emploi. On le comprend bien plus tard quand on connaît la maman de Jonathan Cohen. Alors c'est vrai, vous l'expliquez, c'est important dans le film, il y a 50 ans de vie, mais il a quand même réussi, Ken Scott, à partager un peu ça en 2 parties. La première, c'est vraiment votre enfance, ce combat contre le handicap et la place de la maman très importante qui, on voit, l'amour est plus fort que tout. Puis la deuxième partie, c'est l'émancipation. Bien sûr, il faut aussi se construire sans sa maman. Je vous propose de regarder un petit extrait pour rendre hommage à cette maman fantastique que vous avez eue. Vous m'aviez dit que la procédure durerait quelques mois. Mais oui, mais ça prend plus de temps que prévu. Les miracles, ça se réalise pas juste comme ça. Mais surtout, vous m'aviez promis qu'il lirait. Il veut pas lire. Il veut pas lire. En face de Madame Fleury, on pouvait véritablement voir toute l'étendue du charme et la force de conviction de ma mère. Digression, montée dans les aigus, effet de manche, larmes, émotions, etc. Le tout à la vitesse de la lumière. Je lui donne plein de choses à bricoler. Il fait des siestes, il dort. Bon, Madame Pérez, vous n'êtes qu'une menteuse. Ouais, ça n'a pas toujours été facile pour votre mère. On sent l'émotion quand même quand vous revoyez ces images. Vous voyez Leila Bekti, une partie de votre mère. Une héroïne, on le disait, mais aussi quand même souvent des femmes invisibilisées. C'est un hommage à quoi? À une maman, mais à l'amour d'une maman pour son fils qui ne lâche rien. À toutes les mamans invisibles. On a tous, vous savez, moi j'ai 3 enfants, ils sont différents, ils sont aujourd'hui bien physiquement, ils auraient pu avoir des difficultés physiques, mentales, enfin voilà, il y a 1001 enfants différents, et ces enfants différents, ils ont une maman, ils ont un papa, et c'est souvent les combats que mènent les parents. Et je voulais rendre aussi hommage à ces mamans invisibles qu'on ne voit pas du quotidien,
qui vivent pas dans des conditions aussi satisfaisantes. Mes parents vivaient difficilement. On était dans des conditions précaires, 6 enfants dans un HLM. Vous imaginez, mais la mère fantasque que j'avais avait sacrifié une chambre pour faire un salon marocain. C'était impensable qu'elle n'ait pas un salon marocain pour recevoir ses voisines. Un petit bout du Maroc. Et voilà, un petit bout du Maroc. C'était incroyable. Et on l'a vécu très bien. On était à 4 dans une chambre et de voir le bonheur de ma mère de recevoir. C'était aussi ça. Ce film parle aussi du vivre ensemble, de cette époque bénie, de toutes les origines. Moi, j'adorais les voisines. Pour moi, j'avais un échantillon de société. Aussi dans votre enfance. C'est un très beau film. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour rappeler le livre qui vient de sortir. Tout à fait, la suite. Si vous avez regardé le film, vous allez vouloir lire la suite. Merci encore d'être avec nous. Merci.